Mesdames, Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux à ce colloque de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie, qui est consacré aujourd'hui à un deuxième groupe très important de notre mémoire collective et de notre mémoire particulière, qui est celui des Français d'Afrique du Nord. Je dis les Français d'Afrique du Nord, ce n'est pas simplement une clause de style. Il est évident que dans cette catégorie, les Français d'Algérie occupent une place prépondérante, à la fois par leur nombre et également par leur histoire particulière. Mais c'est un ensemble. Et la France a toujours traité l'Afrique du Nord comme un ensemble, avec cependant des différenciations dues au régime juridique ou politique de sa présence sur ces territoires. Alors, la Fondation n'a pas l'ambition de traiter un sujet déjà largement éclairé par des travaux exhaustifs et brillants, ceux de Mme Jeannine Verdès-Leroux en particulier, que je salue, qui est aujourd'hui parmi nous, ceux de Mme Michèle Baussan, ceux de Pierre Darmon, moins connu, mais tout aussi puissant et intéressant, pour ne citer que les plus récents et les plus marquants. Car il combine, ces travaux, la rigueur historique avec une sensibilité propre qui leur apporte un surcroît de dimension humaine. Et c'est là le plus difficile. Il faut y venir, à cette dimension, par le biais de la mémoire. Comme elle l'a fait pour les Harkis, elle le fait maintenant pour les Français d'Afrique du Nord. Car la société française d'Afrique du Nord, spécifiquement celle d'Algérie, qui en constitue l'essentiel, a été et reste un terrain de controverse, de passion, de condamnation, rarement un terrain d'entente et d'apaisement, alors même qu'elle a fait surgir, avec ses contradictions, des élans étonnants et des réussites oubliées, la plus éclatante d'entre elles, à mon sens, étant la mise en valeur d'un territoire. Et puis cette société, née coloniale, à un moment où ce terme avait une acception positive, due à sa racine romaine de colérer, c'est-à-dire cultiver, éduquer, qui donnera colon et culture. Cette société est morte, maintenant enterrée avec l'épitaphe infamante du colonialisme criminel. Mais pas enterrée dans d'obscures catacombes, laissée pourtant une Gehenne, celle du premier cercle de l'enfer de Dante. Il y a donc une lente progression du néant de l'origine vers le néant de la disparition officielle, à la fois fascinante et dramatique, qui pousse à des interrogations que chaque génération traite à sa manière. Il ne faut pas oublier la relativité du regard. La première interrogation, la première d'entre elles, est la plus fondamentale. Comment devient-on ou reste-t-on français en terre lointaine, hostile, qu'il faut soumettre par la conquête, transformer, d'abord par un coup de baguette administrative, puisque à la française, nommer les choses suffit à les créer, puis gérer en accumulant engagements et oublis, promesses et injustices, universalisme unificateur et différenciation permanente. Sur ce thème, l'Algérie est un laboratoire remarquable où se fabriquent, au gré de principes changeants et circonstanciels, des catégories appelées à vivre séparées dans un univers prétendument homogène. Le jeu combiné du droit du sol et du droit du sang a ceci de particulier qu'il doit traiter une véritable quadrature du cercle. Maintenir les spécificités profondes de chaque groupe tout en contenant le flot de la majorité de la population. Le système politique et administratif transposé outre-Méditerranée s'est ingénié à traiter ces incompatibilités en maintenant surtout une distance invisible mais réelle entre la dépendance coloniale et le sanctuaire métropolitain. Deux univers à géométrie variable. La société française d'Afrique du Nord, à la fois laissée à elle-même et très surveillée
par un pouvoir lointain, multiforme, celui du parti colonial dans ses ramifications françaises, notamment par le biais de la franc-maçonnerie, et l'image de ce dédoublement souterrain. La fracture finale en est le révélateur ultime. La deuxième question est donc celle de l'assimilation. Composée de groupes différenciés, elle-même une minorité, cette société ne peut survivre, prospérer, qu'en revendiquant, qu'en exagérant le caractère fondateur et protecteur de la fusion française. Être français au carré, si j'ose dire. Le creuset principal, celui qui construira le lien le plus fort, est l'institution militaire. La construction de l'armée d'Afrique et les deux guerres mondiales le démontrent amplement. C'est à travers elle que s'établit la nation française d'Afrique du Nord. Pour deux raisons au moins. D'abord parce qu'elle englobe des pans entiers d'une société fractionnée et leur donne des raisons de vivre ou de mourir ensemble. Qu'on le veuille ou non, elle s'impose comme une colonne vertébrale, du début jusqu'à la fin de la présence française. Lorsque cette colonne vertébrale se brise, la société disparaît. C'est la signification profonde du 26 mars. Dans cette quête assimilatrice, l'éducation et la médecine joueront également un rôle tout aussi important. Néanmoins, et par définition, de portée et de nature différentes. Il ne s'agit pas de payer le prix du sang, mais bien de préparer la transformation de la société, d'en élever le niveau ou d'en réduire les plaies. C'est l'idéal républicain, issu des Lumières, qui va prendre en charge une pâte humaine disparate et souvent rebelle. Progressivement, s'affirmeront l'ampleur et l'originalité de cette démarche avec l'éclosion des écoles et des facultés d'Algérie. Car l'Algérie, Maroc, la Tunisie aussi, plus petit mais réellement, furent aussi une terre de savoir, de recherche, de connaissance, d'excellence. L'algérianisme est là. Mais cette éclosion fait aussi apparaître, en revers de la médaille, des lacunes et des contradictions. Franges côtières, urbaines, où se concentre l'effort, et arrière-pays, où, à des degrés divers, mais pour tous, règne sous-administration, précarité et maladie. La mémoire du bled est traversée par des épidémies et des famines. Mais paradoxalement, les petites écoles de campagne ont souvent plus d'élèves, dits indigènes, que celles des villes. Reflet du poids démographique et d'admirables vocations d'instituteurs. Le couple Monroe sera d'ailleurs en 1954 l'une des toutes premières victimes de ce qu'on appelait alors les événements. Là aussi, c'est tout un symbole. Tout ceci suffit-il à transformer en français une matière première dont le premier colloque de la Fondation, Peuplements et Migrations, a donné la composition? Oui, bien sûr. Mais troisième interrogation, dans quelle société vivent-ils? Il ne faut pas oublier que derrière les images, cette société est d'abord régulée par un système économique. On l'appelle pacte colonial, préférence impériale, peu importe. L'Afrique du Nord n'a pas en main les clés de son destin et de sa prospérité. Elle est totalement dépendante des insuffisances ou appétits français, eux-mêmes formatés pendant très longtemps par un protectionnisme viscéral. Le cœur de l'échange ne bat pas à Oran ou à Alger, mais à Paris et surtout à Marseille, où s'épanouissent les véritables dynasties du pacte colonial. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'Afrique du Nord subit les crises qui affectent l'Europe et dont la France ne peut la protéger. Aucun filet de sécurité n'existe. N'oublions pas l'univers dans lequel vous viviez à cette époque. Pas plus en France qu'au Maghreb.
Et il faudra attendre le début des années 50 pour transposer en réduction des protections qui n'en laissent pas moins intactes des blessures béantes. Albert Camus a fait le lien entre toutes ces pauvretés du monde algérien. Je reviens simplement sur ce point parce qu'il permet une meilleure compréhension de la concentration du pouvoir économique local au sein d'un groupe restreint. On connaît le bilan de ce système, déficitaire dans son ensemble, les hydrocarbures arrivant trop tard pour inverser une tendance structurelle. Cela a été parfaitement décrit par Jacques Marseille et Daniel Lefebvre. Si, il faut bien l'utiliser au moins une fois, le gros colon est un symbole, je dirais aussi qu'il est l'arbre qui cache la forêt. La société française d'Afrique du Nord est majoritairement une société populaire, souvent traversée de pulsions populistes. On ne peut pas imaginer ce monde dominé par la sagesse athénienne. Les excès y sont légion, rendant les cohabitations complexes. Premier élément d'explication, l'absence d'homogénéité avec des assimilations parfois récentes, souvent incomplètes. Il y a des chevauchements de culture, même des chevauchements de langue, parfois des chevauchements de nationalité. Deuxième élément, et non des moindres, la diversité religieuse, qui fait de l'Algérie une terre de contact des trois religions du livre, mais où le prosélytisme est interdit et où la place de chacun est dictée par des lois non écrites et des réflexes ancestraux que la France sera obligée de juguler, mais qu'elle ne fera pas disparaître. Pire encore, il lui arrivera de les aggraver en important en Afrique du Nord les lois anti-juives de Vichy. Le poids de la religion restera déterminant dans les identités et dans le positionnement politique, avec des variations complexes. Ce n'est pas le moment et le lieu ici de reprendre l'histoire des églises, par exemple, ou l'histoire de la religion musulmane, ou l'histoire même, la longue histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Finalement, cette société d'anciens pionniers est devenue, au fil des ans, plutôt conservatrice. La nationalité, la citoyenneté, le statut sont des privilèges vécus comme une protection. Plus encore qu'une protection, une véritable raison d'être. Dès le début, chaque communauté se voit au fond comme une sorte de forteresse assiégée. La mémoire de cette longue garde se transmet au fil du temps. Ses héritiers, tous, portent d'ailleurs de très lourdes hérédités. Catastrophe historique, proscription, morsure de la misère, persécution raciale et religieuse. Leur vie est donc une revanche permanente contre l'adversité, contre la nécessité, et rarement une déambulation philosophique dont la tolérance serait la pierre angulaire. Et puis, ce n'est pas, contrairement à l'image, à l'apparence ensoleillée et canaille, une société de loisirs. C'est une société de travail ponctuée par des rites, et des rites méditerranéens pour la plupart. Il faut donc rentrer, là aussi, si on veut bien comprendre le fonctionnement de cette société, dans cette espèce d'appel d'un passé qui est également un appel de symbole. Tout ceci fait naître des comportements dont un certain folklore est le révélateur. Ce folklore est marqué par une sorte d'autodérision et de compassion mêlée sur soi-même et sur les autres. Une moquerie permanente sur les travers de ceux que l'on côtoie sans vraiment les connaître. Toujours, une pointe d'anarchie et de refus de l'autorité. Toutes ces pulsions, parfois populistes, vont de pair avec des passions politiques. Il y a en Afrique du Nord
les mêmes idéologies qu'ailleurs. Elles y prennent cependant une intensité que l'affrontement avec le nationalisme algérien va décupler, au point même de faire disparaître progressivement les clivages connus et de rendre marginaux puis inopérants les rapprochements voulus par les partis attachés à la disparition du colonialisme. Il y a aussi, dans le même temps, une familiarité, une sorte de proximité, paradoxalement plus profonde dans les campagnes que dans les villes, et en permanence des tentatives de rapprochement, de coexistence, soit de façon quotidienne, soit délibérée et articulée, lorsque l'urgence le commandera. Les hommes de bonne volonté ne manquèrent jamais, mais leur message devint inaudible dans le fracas de la guerre. Voilà quelques lignes que je voulais vous donner sur cette société française que vous avez peut-être connue, que j'ai connue, et qui se trouve décrite dans beaucoup d'ouvrages. Mais je voudrais en conclusion livrer encore quelques interrogations. Et finalement, c'est celles qui sous-tendent ce colloque. La société française d'Afrique du Nord, et je pourrais mettre des noms, des visages, des personnages derrière chaque mot de ces remarques introductives, s'est-elle évanouie comme nombre de minorités balayées par le vent de l'histoire. Version soft et fataliste, si j'ose dire. Après tout, 900 000 Grecs ont quitté Smyrne en 1922 et sa région en quelques jours sous la poussée violente des Turcs. Son sort, le sort de cette communauté d'Algérie, était-il scellé en raison des aveuglements ou pire, des turpitudes, de ces aveuglements, de ces turpitudes? Ça, c'est la version hard et punitive. Beaucoup l'ont pensé et écrit. Il y eut, même sur ce thème, un échange célèbre entre Pierre Nora et Jacques Derrida. Encore une fois, chaque génération a son regard. Mais pourquoi ce sentiment d'un destin inachevé qui finalement donne ce titre à ce colloque? La question est beaucoup plus angoissante. Elle implique inconsciemment que la fin de l'histoire aurait pu prendre un cours différent. Ce ne fut pas le cas. Elle indique surtout que le cycle de la mémoire n'est pas clos. Pour reconnaître à chacun la place qui lui est due, encore faut-il que s'organisent les conditions de la collecte mémorielle et surtout les perspectives dans lesquelles cette collecte se situe. On rentre alors pas seulement dans le domaine de la compilation, on rentre dans le domaine de la rétribution. Non pas matérielle, mais humaine, et peut-être un jour historique. C'est la mission de la Fondation, c'est, j'espère, le sujet de ce colloque. Je sais que la plupart des orateurs vont s'attacher à rentrer dans un certain nombre de détails que je n'ai pu qu'effleurer. En attendant de les écouter, je vous remercie de votre attention.